Les 24 heures de Spa seront incluses dans un triptyque cet été comprenant les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring et donc les 24 heures de Spa, tout ceci en 3 semaines au mois de juin. Et les concurrents de l'épreuve reine du GT World Challenge Europe et de l'Intercontinental GT Challenge s'étaient donné rendez-vous il y a quelques jours sur le circuit belge pour 2 journées d'essai, le fameux prologue sur lesquels Endurance Info était présent et a pu vous donner déjà les premières infos de la fameuse liste des engagés très attendue avec 76 GT3 qui seront au départ de la classique belge le dernier week-end de juin. Pour cela, je serai avec Laurent Mercier qui était donc présent en Belgique pour faire un petit peu le tour du paddock avec les toutes dernières infos en date de cette épreuve à venir. Les 24 heures de Spa, sujet du nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, salut, tu étais donc en Belgique il y a quelques jours pour ce fameux prologue des 24 heures de Spa, une édition 2025 qui se présente sous les meilleurs aspects possibles, Laurent, puisque SRO Motorsports Group a dévoilé la liste des engagés qui était très attendue, 76 voitures. Ce sera donc un record d'engagés pour cette 77e édition. On va détailler un petit peu cette liste des engagés évidemment dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil et on va revenir sur les quelques infos que tu as pu glaner dans le paddock avec, on va vous refaire un petit bilan des chronos qui certes ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre mais qui ont permis déjà aux équipes de se jauger sur ce fameux toboggan des Ardennes. Laurent, donc 76 GT3, un record, preuve que le GT World Challenge Europe se porte bien, en plus des engagés à l'année qu'il y a dans le GT World Challenge Europe. Salut Pierre, c'est difficile de dire que ça se porte pas bien avec autant de voitures. Comme tu l'as dit, ce sera un triptyque et ce sera deux week-ends de suite pour l'Intercontinental GT Challenge puisque les 24 heures du Nürburgring sont maintenant inclus. Font maintenant partie de l'Intercontinental GT Challenge. 76 voitures, beaucoup de GT3. Toutes les équipes étaient présentes à Spa pour le prologue, mais toutes les équipes n'avaient pas emmené toutes leurs voitures. Je pense notamment à Rover Racing qui a fait rouler qu'une seule BMW, alors qu'il y en aura 2 sur la course. Mais ouais, beaucoup de voitures. Si tu me demandes si le prologue a servi à quelque chose, je suis bien incapable de te le dire. C'est toujours compliqué, les conditions seront forcément plus ou moins différentes en juin, c'est toujours très difficile, il y a quand même encore des équipes qui se jaugent, par rapport et au tracé et à leurs équipages qui peuvent notamment évoluer du fait de l'ajout, on parle pour les classes, qu'elles soient en silver ou en bronze d'un 4e pilote. Mais oui, c'est toujours compliqué de parler chrono et de tirer des conclusions définitives. Le problème, c'est que c'est sûr que l'Audi est compétitive. Maintenant, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Quel pneu, quelle quantité d'essence, c'est un peu ça, en fait. Ouais, moi je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu, j'ai un peu l'impression qu'on a tourné en rond. Je sais pas ce que les équipes ont pu apprendre. C'est vrai que c'est la première fois que les équipes roulaient à Spa avec les nouveaux pneumatiques Pirelli. Le côté resurfaçage avait déjà été fait l'année passée, contrairement aux concurrents du WEC qui l'ont découvert cette année, même si on a quelques virages qui ont été refaits, mais dans l'ensemble, c'est le même bitume que l'année passée. Et quand tu regardes les chronos, franchement, je vais pas les dire que c'est du foutage de gueule, mais pas loin. Je suis assez cash. Mais si tu veux, je ne sais pas ce que le législateur a pu retirer pour établir un équilibre de performance pour la course, mais quand tu vois que les Ferrari les Ferrari Pro sont pas sortis du stand le 2e jour, qu'on n'a aucun équipage pro en haut de la feuille des temps, que la seule voiture qui n'est pas engagée en pro, enfin non, parce qu'il y a la Corvette aussi, mais l'une des seules voitures qui n'est pas engagée en pro et pour la première fois depuis 2011, c'est l'Audi R8, qui est la voiture la plus ancienne et qui a dominé toutes les séances sauf une. Qu'on a une séance qui est dominée par un pilote, Wyatt Brichasset, qui débutait dans une Audi. Donc, si tu veux, au niveau des chronos, je vais un peu passer mon tour parce que je pense qu'il y a rien à en tirer. C'est un peu dommage. Peut-être qu'à l'avenir, il faudrait faire un peu ce que fait l'IMSA avec les tests d'avant-saison, c'est-à-dire où il y a des séances qui sont réservées aux pilotes pro et d'autres qui sont réservées aux pilotes non pro pour faire au moins des références en vue des 24 heures de Spa parce que là, ce qu'on a vu puis rien, c'est la même chose. Donc, à part les pilotes qui connaissaient pas la voiture et les pilotes qui connaissaient pas forcément le circuit, sinon le reste, je suis désolé, mais quand tu vois les temps des voitures pro, tu as un peu l'impression qu'on a cramé du pneu, cramé du carburant. Franchement, je trouve ça un peu dommage. Mais ça, c'est pas la faute du promoteur parce que le promoteur, lui, il offre 2 journées d'essai, c'est aux équipes et aux constructeurs de rouler. Tout ça, c'était pas vraiment le cas dans le passé parce que dans le passé, c'était quand même beaucoup, même si on avait des équipages pro, c'était quand même beaucoup des équipes vraiment privées.
que là, le constructeur dans les équipages pro met quand même de plus en plus son nez dedans ces dernières années parce que les 24 heures de Spa sont la plus grande course GT au monde et que c'est forcément la course à gagner. Pour preuve, Rové met 2 voitures alors que le week-end d'avant, il y a les 24 heures de Nürburgring et que BMW a mis l'accent sur les 24 heures de Spa plus que sur les 24 heures de Nürburgring. Donc bon, là-dessus, je ne sais pas trop quelle pièce il coûte. Je suis incapable de te dire qui peut l'emporter. À côté de ça, le point positif, on en reparlera peut-être sur la liste, mais c'est le nombre de voitures, enfin le nombre de constructeurs et le nombre de voitures en pro et le nombre d'équipages pour la victoire au général. Donc Laurent, effectivement, hein, une liste des engagés, on y vient enfin dans ce podcast sur ces 76 voitures, 280 pilotes, 10 constructeurs. Parmi les pilotes, on a 15 anciens vainqueurs de l'épreuve et donc les 5 classes, puisqu'il y a effectivement le Pro-Am qui se rajoute au Pro, au Gold, au Silver et au Bronze qui sont habituellement vus en GT World Challenge Europe. Laurent, quand on voit cette liste des engagés, en Pro, c'est vraiment le 5 étoiles hein, entre toutes les marques qui sont représentées, donc hors Audi comme on le dit depuis le début, mais entre Aston Martin, entre Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche, quand on voit les équipages, ça va être encore une fois très serré, bien malin celui qui arrivera à faire le bon pronostic. On voit quand même que les constructeurs restent toujours friands de cette épreuve et mettent des voitures supplémentaires en plus de la liste des engagés traditionnels à l'année. Tu en as 59 à l'année et là, tu as 76 voitures. Alors, ce n'est pas que les constructeurs, évidemment, qui mettent des voitures supplémentaires, ce qui est bien, ce qui est un peu le cas chaque année, mais un petit peu moins moins pour Porsche cette année. On sait que les années passées, Porsche il y avait un contingent un petit peu qui venait, un contingent asiatique. Et cette année, ce n'est pas le cas. On a quand même quelques équipes asiatiques. On pense à Good Smile avec une Mercedes quand même pilotée, avec un équipage pro avec notamment Camille Kobayashi. Tu as la Corvette aussi de Johor Motorsport JMR avec Alexander Sims, même si cette voiture, elle roule en Bronze Cup. Mais on a toujours des équipes qui viennent un petit peu renforcer les 59 engagés à l'année. Hein. Maintenant, qui dit 76 voitures, dit plus de problèmes en piste, dit plus de problèmes, enfin peut-être pas de problèmes, mais dans les stands, ça risque d'être aussi un peu compliqué pour ceux qui ont plus de voitures. Donc c'est suffisamment ouvert. Et quand tu discutais avec les pilotes sur place à Spa, les pilotes te disent tous, ah ouais, 76 voitures, alors ok, le circuit est long, certes, c'est le plus long de la saison. C'est quand même compliqué, qui plus est, avec en début de course, d'autres équipages qui peuvent venir se mêler à la lutte en tête. Ouais. On va passer rapidement par marque Laurent. On a vu Aston Martin toujours représenté principalement par Come2You Racing et par Valkenort Motorsport. Pas de surprise, Laurent, pour cette marque avec les équipages pro que l'on connaît. C'est chez BMW qui a donc des ajouts, hein, puisqu'on sait que WRT, ça a été annoncé il y a quelques jours, hein, en amont de la manche de Spa en WEC, avec notamment l'équipage Valentino Rossi, Kevin Magnussen, René Rast. Une voiture qui sera forcément attendue, tout comme la voiture avec Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann. Team WRT, Laurent, on a parlé à l'époque, quand l'équipe de Vincent Voss était chez Audi, que la disette remontait à 2014. La disette se prolonge, on est en 2025. Ça va faire plus de 10 ans que WRT ne s'est pas imposé, même si Rover Racing est toujours quand même une menace. On a vu WRT un peu plus en délicatesse ces dernières années. Est-ce que ça peut être la bonne année pour Vincent Voss et ses troupes ? Alors déjà, juste pour rebondir sur le début, sur Aston Martin, Come2You remet l'équipage victorieux de l'année passée. Et puis, tu as aussi un équipage à surveiller. Alors là, c'est pas pour la classe pro. Et je pense que la voiture qui va être surveillée aussi, c'est la voiture Verstappen.com, hein, avec Chris Lulam, Thierry Vermeulen, Harry King et un quatrième qui n'a pas encore été confirmé. Donc, je pense. Alors, ce ne sera pas Max Verstappen ni Franz Herrmann. Hein. Là-dessus, on en est sûr, parce qu'il y a un Grand Prix de Formule 1 le même week-end. Donc là-dessus, de toute façon, c'est mort. Puis même pour rouler en Gold Cup, ce serait un peu. Ça serait compliqué, oui. Ça serait un peu compliqué quand même. Mais à côté de ça, comme tout, il y a une belle carte à jouer encore avec sa voiture de pointe. Et pour en venir à BMW, écoute, la disette WRT, moi, je sais pas aujourd'hui quel crédit apporter à la numéro 46, même si on connaît la pointe de vitesse de René Rast, que Valentino Rossi tient à briller. Et celui qui me fait le plus, entre guillemets, peur, c'est Kevin Magnussen. Alors, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'a pas l'expérience, tout simplement. Oui, la seule certitude qu'on a dans la voiture, c'est René Rast, en fait. Ouais, c'est René Rast. Là-dessus, ça, c'est indéniable. L'ancien vainqueur des 24 heures de Spa, ça, c'est indéniable, même si il roule quand même nettement moins. Enfin, il roule quand même moins maintenant au volant d'une GT, mais bon, ça reste une valeur sûre. Et donc, Kevin Magnussen, qui en a un peu, alors, je ne vais pas dire qu'il en a chié, parce que c'est peut-être un peu exagéré au prologue, mais quand tu arrives, tu as beau avoir fait de la F1, tu as beau rouler en hypercar, quand tu arrives dans une GT3, c'est quand même totalement différent. On se souvient dans le passé, les pilotes de LMP1
qui s'étaient un peu pris les pieds dans le tapis. Pareil, pas parce qu'ils étaient pas. Donc là-dessus, c'est un point d'interrogation, c'est sûr. Maintenant, du côté de WRT, on a quand même plusieurs cartes. La 31, notamment avec Dries Venter, Sheldon et Marco Wittmann. Et puis, tu as toujours la 32 qui s'est imposée au Paul Ricard sur la course de 6 heures. Alors, du côté de chez WRT, je pense qu'on met des petits plats dans les grands. Mais maintenant, chez BM, faut toujours se méfier de Rové, hein. Et surtout à Spa. Surtout à Spa, parce que tu as quand même t'as quand même deux voitures avec Rové. Tu as Marcello, Krohn, Farfus dans une, et puis Harper, S et Eng dans l'autre. Tu veux, quand tu vois quand tu vois le passé de Rové Racing aux 24 heures de Spa, Et si tu surtout quand veux, tu sais que ça a été l'équipe référence de BMW ces dernières années à Spa, notamment face à WRT. On a senti la première année d'exploitation de la BM pour WRT, on les a sentis un petit peu en retrait par rapport à Reveux, ce qui est un peu normal. ce qui est logique. Mais maintenant, Rové, ça reste une valeur sûre. On l'a vu quand ils ont fait rouler des Porsche. On le voit quand ils ont fait, enfin, on l'a vu quand ils ont fait rouler des BM et qu'ils font toujours rouler. Je pense que Rové aura pour pas mal les faveurs des bookmakers. Laurent, on va passer à Corvette. Corvette qui donc arrive cette année en GT World Challenge Europe à temps complet. Tu disais, on a la voiture de Stellar Motorsport habituelle à la saison, et on a le renfort donc de JMR, joueur Motorsport Racing, avec des équipages où on a notamment Jordan Love, Alexander Sims sur la numéro 2 en bronze. Ça peut être des voitures, à ton sens, qui peuvent jouer la classe sur cette édition 2025 des 24 heures de Spa, où il faut être encore prudent par rapport et à la voiture et aux équipages. La voiture, c'est sa deuxième saison. Évidemment, c'est sa première saison en GT World Challenge Europe et donc sa première année aux 24 heures de Spa. Maintenant, Stellar a montré de belles choses sur 6 heures à Spa. Alors évidemment, là, on ne parle pas de victoire, hein, parce qu'on n'a pas des équipages en pro. Mais si déjà les voitures vont l'arriver à une bonne place en Gold Cup, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a toujours un point d'interrogation sur la deuxième Corvette Stellar qui n'a pas de pilote. Et au prologue, on a fait rouler un châssis le premier jour et l'autre châssis le deuxième jour. Maintenant, je sais qu'on essaie de récupérer un équipage pour cette deuxième Corvette. Et bon, Johor passe aussi pour la première année. Enfin là, c'est la première année avec la Corvette comme Stellar Motorsport. Donc sur une course de 24 heures avec aussi compliqué que Spa, bon, il faut pas attendre non plus de merveille. Donc si tu rallies l'arrivée déjà avec les voitures, je pense que ce serait déjà pas mal. Laurent va passer à Ferrari. Ferrari, forcément, impossible de ne pas les placer dans les favoris au vu de ces dernières années. On se souvient de la fin de course 2024 où Alessandro Pierguidi et AF Corse Francorchamps Motors ont perdu la victoire avec l'épisode de la Lamborghini arrêtée dans l'entrée des stands. Ferrari donc toujours avec les deux voitures de pointe en pro, la numéro 50 et la numéro 51, Arthur Leclerc, Antonio Focco, Eliseo Dono sur la 50, Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pierguidi sur la 51. Des voitures qui ont été peut-être un petit peu en retrait au Paul Ricard. Il faudra forcément compter, Laurent, avec ces voitures sur les 24 heures de Spa. Et c'est surtout dans les classes où on a vu que depuis le début de la saison, les équipes qui alignent des Ferrari peuvent clairement jouer quelque chose. Et je pense notamment avec les ajouts en Pro-Am, Laurent, d'AF Corse, avec une voiture qu'il faudra peut-être surveiller, celle où Stéphane Lemray, Miguel Molina et la famille Pérez-Compense seront réunis. Ouais, Sans oublier Kessel Racing, évidemment, en bronze. voilà, c'est ce que j'allais dire. En bronze, Kessel Racing a forcément une carte à jouer et Ferrari a des cartes un petit peu dans toutes les classes. Alors on va voir aussi ce que va nous faire la voiture de Zigo Sport Tempesta. Des track limites? Non, pardon. Ouais, en espérant qu'il y ait moins de track limit qu'au Paul Ricard. Et après, pour AF Corse, la 51 sur le papier, qu'est-ce que tu veux dire? Pierre Guidi, Abril Rovera, c'est quand même du très solide. Après, sur la deuxième, bon, Arthur Leclerc, qui a l'habitude, enfin, qui fait sa deuxième saison en GT3 après avoir roulé en Italian GT l'année passée. Donc, il va falloir voir ce que ça va donner sur 24 heures. Coco, bon, a roulé aussi en IMSA avec Ferrari, enfin avec Settilar sur une Ferrari 296 GT3. Et puis la question, c'est Eliseo Dono, qui est peut-être un petit peu celui qui est un peu plus en retrait, qui est le Silver, qui est une voiture qui roule en pro, mais qui est quand même classée Silver. Et ce sera peut-être un peu juste. Maintenant, bon, on verra ce que va nous donner Ferrari. Est-ce qu'on va se cacher encore et que dimanche matin, on va tout mettre dans l'ordre? C'est toujours un peu la même chose. Mais sur le papier, la 51, quand même, c'est la même chose. C'est à classer évidemment dans le top pour la gagne. On passe à une autre marque italienne qui, elle, n'a jamais réussi à triompher aux 24 heures de Spa. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute de mettre les moyens avec différentes équipes, que ce soit à l'époque FFF, que ce soit
VSR cette année ou encore Grasser. Est-ce que Lamborghini va enfin vaincre le signe indien? On les avait vus en verve l'an dernier avec la fameuse 163 qui était exploitée par Grasser, avec notamment la pole position pour Franck Pereira. Cette année, Lamborghini pourra compter sur VSR avec donc Franck Pereira, Marco Mappelli, Sandy Mitchell sur la 163, et évidemment la numéro 63 où Mirko Bortolotti, Jordan Pepper et Luca Hengsler seront réunis en pro. Laurent, ton avis sur Lamborghini qui, on a l'impression, est toujours dans le coup jusqu'à la course. Et malheureusement en course, il y a toujours quelque chose qui se passe, un pépin mécanique, un incident, un chat noir. Est-ce que le chat noir, il va partir cette année? Ce serait bien puisqu'on attend quand même le remplacement de l'Huracan GT3 par la Temerario, même si on ne sait toujours pas quand est-ce que cette voiture va arriver en course. On sait juste qu'elle ne sera pas exposée à Spa puisque Lamborghini la dévoile à Goodwood. Qu'elle doit débuter l'année prochaine, on ne sait pas quand, donc c'est encore une saison, enfin encore une édition des 24 heures de Spa avec l'Huracan. Comme tu l'as dit, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un grain de sable. T'as beau faire la super pole, t'as beau partir devant, t'as beau faire ce que tu veux, il y a toujours un grain de sable pour Lamborghini, qui là a que 2 cartouches avec la voiture de VSR. Maintenant, VSR a moins l'habitude de faire rouler des voitures en pro que Grasser. Je ne connais pas vraiment les relations entre les deux équipes Lamborghini, mais je pense qu'on va suffisamment se tirer la bourre déjà en interne. On a pu voir au Paul Ricard déjà que ça pouvait être chaud. Donc j'espère juste que chacun va faire sa course, mais sur le papier, il y a toujours quelque chose. Enfin, c'est toujours bien. Il y a des grains de sable et des grains de sable qui viennent en plus généralement qui viennent assez tôt en course. En plus. Oui, c'est ça, c'est que c'est assez rarement dans Souviens la... à toi l'an dernier. Hein. Oui, bah, c'est ça, hein. Dès le premier ravitaillement, la voiture de Grasser a eu un souci à ce moment-là qui leur a fait perdre du temps. Et malgré la vitesse et la 5e place finale qui était le meilleur résultat historique de Lamborghini, il en a manqué. Et c'est sûr que ce début de course pour la 163 a joué dans le résultat final. Laurent, est-ce que Lamborghini, par contre, sont souvent performants dans les classes, notamment en silver? On se souvient que ce soit avec Grasser ou encore Barwell. Est-ce que là aussi, ce peut être des concurrents, selon toi, pour jouer devant quand on voit des voitures, hein? Je pense à VSR en silver avec des Michele Beretta, Alessio Deleda, Finlay Hutchison et Mattia Michelotto, des pilotes qui connaissent, hein, les 24 heures de Spa, qui sont rompus à cette épreuve. Et est-ce que, selon toi, on peut aussi s'attendre à voir Lamborghini briller dans les classes? On peut s'attendre à voir Lamborghini briller dans les classes, notamment avec Barwell, hein, qui fait partie des équipes quand même très affûtées avec Lamborghini. Multiple champion en British GT, hein, notamment. Ouais, puis qui a un petit peu tout gagné à Spa en Pro-Am, en Silver, en bronze. Enfin, tu vois, il y a eu quand même pas mal d'équipages engagés par Barwell. Et maintenant, là aussi, il y a quand même, je trouve, il y a un peu moins de Lamborghini. Il y a Oui, c'est vrai. c'est pas un secret aussi qu'il y a des équipes aussi, peut-être, qui attendent de voir ce que va donner la Temerario et que, contrairement à d'autres, enfin, certaines équipes, changer de voiture quand la voiture est en fin de vie, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le Lamborghini, il y a peut-être moins de voitures dans les autres classes aussi que par le passé. Laurent, on continue de ce petit déroulé, la liste des engagés des 24 heures de Spa dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. McLaren qui brille souvent, pareil, sur certaines épreuves, mais qui à Spa n'a jamais réellement montrer le bout de son nez. Est-ce que Garage 59, on pense notamment à la 59 de Joseph Lowe, Marvin Kirchhofer, Benjamin Goeth, peut cette fois s'immiscer dans la lutte, ou est-ce qu'il va encore en manquer un peu pour et la McLaren et Garage 59, les principaux représentants de la marque britannique? Et on n'oublie évidemment pas CSA Racing qui débute cette année avec la 720S GT3 Evo, qui a montré de belles choses, Laurent, sur les premières courses. Là, on visera sans doute plus les classes 5 Gold et Silver dans lesquelles sont engagées la voiture, à moins qu'une bonne surprise, hein, notamment pour la 111 au général peut-être. Pour Garage 59, va déjà faire oublier la prestation du Paul Ricard, qui a quand même été limite catastrophique, parce que il y a eu quand même pas mal de soucis au niveau McLaren et au niveau Garage 59 au Ricard sur une course de 6 heures. Toutes les voitures, quasiment, ont eu un souci mécanique. Ouais. Hein. Donc là, la voiture, maintenant, elle est suffisamment éprouvée. Garage 59 la connaît suffisamment. Au niveau des équipages, franchement, ils roulent quasiment tous depuis des années avec cette voiture. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a la petite particularité, c'est de voir Jack Hawksworth, qui est un pilote Lexus, rouler sur une des McLaren du team Garage 59, la voiture qui est en Bronze Cup, avec Thomas Fleming, Miguel Ramos et Guillermo Oliveira. Je pense que Garage 59, ça va être, j'espère même que ça fera partie des clients
des clients à suivre de près sur la course. Et On l'a vu, ça peut être très 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 bien, comme ça peut être une catastrophe. En fait, c'est presque tout ou rien dans un sens. ouais, et puis le truc, c'est que la roquette a celle de Goethe, Kirchhofer et Lowe qui est engagé en pro. Et quand tu vois ce qu'a fait la Silver en début de course au Paul Ricard, avec Louis Prett, Adam Smiley, Dean McDonald, c'était quand même pas mal. Donc tu as quelques équipages aussi en Gold Cup, et on pense surtout à cette McLaren qui peut venir s'immiscer. Alors je dis pas pour la victoire, hein, mais pour un bon résultat au classement général, à Spa. Mercedes, pas besoin de représenter encore une fois les forces en présence, hein, toujours les mêmes. Et on reprend les mêmes et on recommence avec Get Speed notamment, qui aligne les principales forces de la marque à l'étoile en catégorie pro. C'est un peu l'assurance tout risque, Laurent, que ce soit chez Mercedes ou même pour jouer la victoire finale, Get Speed. On rappelle également que Boutsen VDS engage une voiture en pro pour le trio Guts, Grenier, Martin, pour lequel on espère que la chance va tourner un peu, parce que le début de saison a été un petit peu compliqué, et on espère que les soucis rencontrés vont être enfin résolus, mais on peut logiquement, Laurent, se tourner vers et Get Speed et Winward, hein, qui engage également la fameuse voiture Mamba pour représenter au mieux Mercedes. Mercedes, c'est un peu comme BMW, hein. Mercedes met les moyens et met le nombre. Tu l'as dit, celle de Boutsen VDS dont on a changé le châssis justement juste avant ce prologue de la numéro 9 hein, de Goetz Grenier-Martin. Donc là, on attend beaucoup, on attend beaucoup. On attend aussi beaucoup de la numéro 10 en Silver Cup hein, de chez Boutsen VDS qui était en route vers une très belle place l'année passée, qui a eu un problème mécanique en fin de course hein, avec César Gazo, Loris Cabirou, Aurélien Panis et Hugo Cook. Je pense que pour la Silver Cup, cette voiture, elle fait partie des favorites. Et après, pour les caisses qui roulent en pro, c'est sûr que la voiture de Get Speed, quand tu as Stolz, Gounon, Schiller, bon, déjà là, tu te dis, bon, ok, c'est suffisamment solide. Tu arrives sur la 48 de chez Winward, tu as Auer, Keroli, Engel, tu te dis, ah ouais, ok. Là aussi, tu as quand même plusieurs voitures qui peuvent jouer. Tu as au moins ces trois voitures-là qui peuvent jouer évidemment la victoire, qui peuvent revendiquer la victoire. Là aussi, la Mercedes est un peu en fin de vie parce qu'on annonce la nouvelle voiture pour 2027. Mais la Mercedes a toujours son mot à dire. Comme toujours, Et pas forcément la plus rapide, mais c'est non, celle mais c'est qui la est plus constante un constante. peu partout en fait. Ouais. Elle est jamais au-dessus du lot, mais elle est toujours plutôt homogène et plutôt bien partout. Et donc là, c'est des équipes. L'avantage, c'est que les équipes connaissent parfaitement la voiture et les pilotes, dans l'ensemble, enfin ouais, dans leur majorité, connaissent aussi très très bien la voiture. Donc là, il y a vraiment aussi un bon coup à jouer, je pense, pour Mercedes. Niveau fiabilité, la voiture répond présent. Donc c'est pareil. Alors, j'ai un peu l'impression que depuis qu'on passe toutes les marques, il y a des favoris partout, mais c'est quand même un peu le cas quand même, hein. Et parmi les favoris, on ne pourra évidemment pas oublier Porsche, Laurent Porsche qui sera à la recherche d'une nouvelle victoire, hein, après que ce soit GPX Racing ou Rover Racing ces dernières années. On espère que Porsche rejouera un petit peu plus les avant-postes que notamment la saison précédente. Dynamique GT sera l'ajout supplémentaire par rapport aux voitures qui sont engagées à l'année, que sont Rutronic Racing et le Pure Racing, où on retrouvera Alex Malikin, Thomas Prenning, Richard Litz, et évidemment pour chez Rutronic, Sven Muller, Patrick Niederhauser, Alessio Picariello. On a vu Laurent Rutronic Racing en verve en sprint. Le début de saison semble un peu plus costaud au niveau Rutronic Racing cette année. Est-ce que notamment la 96 peut être plus qu'une concurrente cette fois? On sait qu'ils ont eu beaucoup de malchance l'an dernier en endurance. Et là, est-ce que cette fois, ça peut être aussi la bonne pour des pilotes comme Sven Muller ou Patrick Niederhauser qui sont là depuis des années? Ah, mais c'est sûr que ça peut être la bonne. Autant l'an dernier, en début de saison, ils étaient clairement posés, jusqu'à temps de découvrir un petit peu le loup sur la voiture au niveau des réglages et tout. Et la fin de saison était quand même nettement plus positive. Et le début de saison, comme tu l'as dit, est quand même nettement mieux. Donc c'est sûr que là aussi, Rutronic Racing, ça fait partie des équipages qu'il faudra surveiller. Il y a l'équipage CLRT aussi hein, à surveiller, évidemment, avec Ayan Guven, Lorin Henrich et Klaus Bachler. Là aussi, c'est suffisamment solide. Dynamique GT, bon, qui a fait rouler dans le passé des voitures en pro, ce qui n'était plus le cas récemment. Et là, revient avec une voiture qui est quand même suffisamment solide. Parce que je pense que quand tu fais rouler des pilotes comme Mathieu Jaminet, Matt Campbell, c'est quand même costaud. Et Bastian Bus, qui est quand même le petit jeune et qui sera un petit peu suivi. Là aussi, niveau équipage, c'est suffisamment solide. Donc, ouais, il y a aussi chez Porsche pas mal de cartes, plusieurs cartes aussi à jouer pour la victoire. Donc, je pense que
Autant Mercedes, on l'a vu tout à l'heure, il y avait 3 voitures en lice pour la victoire. BM, il y en a un petit peu plus, mais Porsche, il y en a 3. Tu vas chez Audi, Audi, il n'y en a pas. C'est clair. Aston Martin, il y en a une, voire deux. Et tu as au moins 2 voitures à 3 voitures par marque qui peuvent jouer la victoire, en général. On précisera, Laurent, chez Porsche, l'ajout également sur la liste des engagés en Pro-Am de AV Racing by Car Collection avec Noam Abramzig, Mathieu Détry, Fabien Duffieux et un dernier pilote à confirmer pour la classe Pro-Am. Laurent, il y a deux marques qu'on n'a pas évoquées, tu en parlais de Audi, mais on va d'abord commencer par Ford. Ford Ouais. qui, et c'est volontaire, hein, ce n'est pas un oubli de notre part, on voulait mettre en avant Ford et Audi, mais pour des raisons différentes. Ford avait débuté l'an dernier avec Proton, une seule voiture engagée à l'année. On avait eu des débuts un petit peu compliqués, puis la voiture avait quand même été sans briller aux avant-postes, mais avait montré des progrès tout au long de l'année. Là, cette fois, c'est un programme avec une toute autre dimension, puisque HRT engage 2 voitures à l'année, donc une en pro pour Aryun Maini, Yann Mardenborough et Thomas Drouet notamment. Est-ce que HRT connaît très bien l'épreuve, hein, puisque c'est quand même une équipe qui a souvent faite avec Mercedes, mais est-ce que là, le manque d'expérience entre Ford et entre HRT peut être un frein pour essayer de voir cette Ford Mustang un peu plus aux avant-postes? Déjà, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'elle est mieux qu'elle était l'année passée. Que HRT, ok, débute avec Ford. Alors, le truc, c'est qu'HRT est un petit peu sur tous les fronts, hein, entre DTM, ADAC GT Masters, la Nordschleife, le GT World Challenge en sprint, en endurance. Tu vois, HRT, ils ont quand même accumulé les kilomètres. Ils vont faire donc les 24 heures de Nürburgring une semaine avant les 24 heures de Spa. Mais je pense qu'il y a moins. Si tu dois faire une hiérarchie, je pense que tu les mets un petit peu en dessous parce qu'il faut que, tu vois, Thomas Drouet découvre la voiture, Yann Mardenborough aussi, Arun Meini, c'est la même chose. L'équipe aussi. La deuxième voiture, c'est un peu différent parce qu'elle est en silver. Je pense que c'est peut-être un cran en dessous de la concurrence. Et Laurent va conclure ce tour d'horizon de la liste des engagés des 24 heures de Spa 2025 par Audi. Comme tu le disais, Audi n'est pas là en pro. Audi qui a souvent brillé aux 24 heures de Spa et dont la dernière victoire remontait à 2017 avec Saint-Éloque Racing, Jules Gounon, Christopher Haas et Marcus Winkelhock. Cette fois, Audi ne sera pas donc présent en pro, mais Audi a des arguments à faire valoir, Laurent, dans les classes notamment. On pense forcément à Trésor Attempto Racing et à Saint-Éloque Racing, les derniers des Mohicans, on peut les appeler comme ça, avec l'Audi R8 LMS GT3 Evo. Et on a vu en sprint, Laurent, que même les équipages Silver de Saint-Éloque étaient particulièrement performants. Bon, en endurance, ça ne sera pas forcément la même histoire, puisque c'est quand même un contexte différent. Mais quand on voit des équipages avec Gilles Magnus, Paul Évrard qui se connaissent très bien chez Saint-Éloque, quand on voit des Alex Saka ou des Max Hofer chez Trésor Attempto, Audi a quand même une carte à jouer nette dans les classes pour briller, voire peut-être même s'immiscer dans la lutte pour, allez, on va dire le top 10. Pour être honnête, je sais pas quel crédit. Enfin, je sais pas si c'est une histoire de BOP, parce que quand tu vois ce qu'on a pu voir, comme tu l'as dit, en sprint avec des Audi quand même qui étaient très en verve. On sait que l'Audi, c'est la voiture aujourd'hui la moins chère à exploiter. Et quand tu vois les résultats, tu peux te demander à quoi ça sert d'aller foutre 750 000 euros dans une bagnole toute neuve, alors que tu achètes une Audi et la voiture, elle est moins chère, elle est fiable, elle est solide, elle plaît. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Et donc, ouais, pas d'Audi en pro, et je pense pas d'Audi évidemment pour la victoire, parce que ceux qui ne sont pas des familles de la catégorie GT3, on rappelle qu'il y a une seule catégorie pour toutes les voitures. Donc, il y a pas plusieurs catégories. Après, il y a des classes en fonction des classifications des pilotes. Donc, sur le papier, une Audi peut très bien gagner les 24 heures de Spa. Après, quand on regarde les équipages, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, tu as 3 Audi en haut de la feuille des temps du prologue. À Zandvoort en sprint, on aurait pu voir Saint-Élieu gagner une course. Donc bon, l'Audi est toujours là avec une bonne BOP et je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence au prologue, c'est quand tu n'as pas de voitures qui sont en pro, ben, tu peux te permettre plus de rouler parce que tu crains pas d'être pénalisé pour ta voiture au classement général. Donc si on était revenu 5 ans en arrière, je pense qu'on n'aurait pas vu ça. Parce qu'il y avait encore des Audi en pro et que chez Audi Sport, en plus c'était des voitures Audi Sport, comme tu le sais très bien, pour les équipes de pointe. Donc je pense qu'on n'aurait pas vu la feuille ne serait pas la même. Donc là, on s'est permis de rouler chez Audi au prologue parce qu'il n'y a aucune crainte pour la victoire, même si tu as une BOP un peu moins bonne. Maintenant, c'est un peu dommage parce que c'était une BOP un peu moins bonne. Tu auras aussi une BOP un peu moins bonne par rapport à la concurrence qui roule dans la Bien même sûr. classe que toi. Mhm. Tu vois? Donc là-dessus, je ne sais pas si c'est une bonne affaire, mais au moins chez Audi, on ne peut pas dire qu'on se soit caché, contrairement à d'autres.
Donc l'Audi est là, l'Audi est toujours compétitive. Maintenant, il va bien y avoir une fin à un moment ou à un autre, hein. Donc est-ce que c'est la dernière année ou est-ce qu'on en verra encore l'année prochaine? On a déjà plus que deux équipes, voire trois avec As RT qui vient uniquement aux 24 heures de Spa et qui roule dans le championnat Creventic principalement le reste du temps. Donc là, il reste Trésor Attemto et Saint-Eloc. Mais on voit qu'avec des équipages, comme tu l'as dit, avec Paul Evra, avec Gilles Magnus, avec le jeune Lorenz Le Certois qui a montré de belles choses, bah, tu te rends compte que l'Audi, bah, elle a toujours son mot à dire. Tu vois, et il y a moins, comme il y a moins d'implication, il n'y a pas d'implication d'Audi Sport, parce que là, on a vraiment à faire les voitures privées, bah, tu peux aussi te permettre de faire un peu plus ce que tu veux. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quoi, il y a 3 ans, 2 ans, l'histoire de Scherer Sport qui fait podium, et c'était la seule caisse qui n'était pas Audi Sport. Et c'est la seule caisse Audi qui a pu jouer sur la victoire. Et chez Audi, les voitures qui étaient engagées par Audi Sport, au final, bah, elles se sont un peu pris les pieds dans le tapis parce que c'est plus Audi qui donne la direction. Bien sûr. Laurent, on a fait le tour des engagés. On va conclure ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, par un tour d'horizon des à côté un petit peu de ces 24 heures de Spa 2025. On sait que le SRO Motorsports Group met le paquet sur tout ce qui est animation et tous les à côté de la course. Évidemment, Laurent, la parade sera le premier moment fort de cette semaine des 24 heures de Spa, Bah, avec peut-être quelque chose qui va une petite évolution à venir. ouais, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il en est parce on a eu juste un petit teasing lors de la conférence de presse, mais ouais, il y a peut-être quelques petits ajustements. On a parlé aussi d'ajustements aussi pour la Super Pole, qui est toujours un élément essentiel aussi. Et du côté des Cerros, on veut vraiment à ce que les gens viennent plus que sur un week-end, donc viennent plus tôt dans la semaine, et ça marche plutôt pas mal au niveau des campings, au niveau des réservations. Il y a de plus en plus d'animations. Là-dessus, enfin, je veux dire, quand tu achètes un billet, tu as accès à tout, tu as accès au paddock, tu as accès aux concerts, tu as accès aux animations, tu as accès à tout le circuit. C'est difficile de proposer un programme plus alléchant, même si tous les ans on dit que c'est bien, mais tous les ans on a toujours des choses nouvelles. Tu as des écrans géants, tu as plus de restauration, tu as plus de concerts. Il faut penser aussi aux gens qui ne sont pas sur place, qui peuvent suivre la course en intégralité et les essais en streaming gratuitement dans plein de langues. Il y a le français, l'allemand, l'italien, l'anglais évidemment. Je crois qu'il y a le portugais, il doit y avoir le chinois, le japonais. Enfin bon, c'est un truc de fou. Le néerlandais. Et tout est gratuit. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Après, tout est fait pour que le spectacle soit sur la piste, mais il sera aussi en dehors de la piste. Comme tu l'as dit, la parade avec toutes les voitures qui vont vers le centre de Spa. Donc, il y a plein de trucs à voir. Et pour ceux qui sont jamais venus aux 24 heures de Spa et qui hésiteraient encore, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On vous donne quelques précisions, hein. Il y a 11 tribunes qui seront disponibles avec 20 000 places globalement autour du circuit de Spa, 15 écrans géants, le feu d'artifice qui sera tiré en 2 points, Laurent, à la source et dans le raidillon. Voilà, on sait que SRO et sans oublier les concerts évidemment, on sait que SRO a beaucoup travaillé sur les à Et- côté et on l'a vu avec les fréquentations qui ne cessent d'augmenter. Ouais, et puis si vous n'êtes jamais venu à Spa, je peux vous dire, moi, c'est le seul circuit et c'est la seule course, alors course ou prologue, parce que c'était plus dans le prologue que je pense ne pas avoir le temps pendant la course, mais c'est le seul circuit au final où moi je vais faire un tour dans la tribune dans le Raidillon, enfin la nouvelle tribune, qu'on peut Ouais, appeler la nouvelle tribune. qui vaut le détour. Enfin, franchement, ça claque. Enfin, je fais beaucoup de circuits quand même dans ma vie, et là, franchement, quand tu es dans cette tribune-là et que tu vois les voitures qui montent le Raidillon, et c'est vraiment top. Si vous avez la possibilité, faites un tour à la Pit Brasserie, qui donne aussi un point de vue assez sympa sur le freinage de la dernière chicane. Si vous avez Ouais. l'occasion et la place, parce que c'est très prisé, mais vous avez aussi une belle vision assez longue des voitures qui déboulent après Blanchimont. C'est Ouais, aussi un ça. endroit sympa. Et Et on est tout ça, toujours et bien tout ça en accueillis. buvant, et tout ça en buvant votre café Voilà. qui vous sera servi. On voudrait pas faire de pub, mais Mais on quand leur fait même, un un petit coup de coucou. On pub leur quand fait un même. coucou. Ouais, qui sera servi avec le sourire à la Pit Brasserie avec Fabien et son équipe. Fabien, Margot et leur équipe. Enfin, c'est le meilleur endroit. Le matin, quand tu vas là-bas le matin, enfin, tu es bien placé pour le savoir parce qu'on y va quand même suffisamment Oui. souvent ensemble. Et le matin, tu vois, tôt le matin, quand tu vas là-bas, tu vas boire ton café quand il fait beau, parce qu'il fait beau à Spa aussi, hein. Il n'y a pas que de la pluie, hein. Ah bon? Il fait quand même soleil. Et que tu vas là-bas, tu bois ton café tranquillement dehors et tout, et que tu n'as pas un bruit et qu'après tu as des voitures qui partent en piste, franchement, ça vaut le détour.
Laurent, donc il faudra être un petit peu patient et patienter un mois, un petit peu plus d'un mois à partir d'aujourd'hui, hein, puisque nous enregistrons le podcast le 24 mai et la semaine des 24 heures de Spa, hein, donc le sommet de la saison GT World Challenge et Intercontinental GT Challenge sera lancé effectivement le mercredi avec la fameuse parade, donc un petit peu plus d'un mois avant cette semaine sainte belge. Et donc la fin du triptyque entre les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring et les 24 heures de Spa. Laurent, tu seras évidemment aux commentaires durant la course comme le veut la tradition avec tes acolytes, citons notamment Thomas Bastin, Anthony Coppi et toute leur équipe, Vincent Franzen, qui seront évidemment de la partie. Laurent, merci pour ce tour d'horizon de la liste des engagés des 24 heures de Spa. Je tiens quand même à te rappeler que s'il y a un triptyque, je te rappelle quand même qu'on le fera tous les deux, le triptyque. Alors, nous ferons donc les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring et les 24 heures de Spa, ce qui donnera lieu, vous le verrez, on a aussi prévu de vous raconter un peu les à côté de notre vision de ces 3 courses de 24 heures d'affilée, et évidemment on a prévu des sujets un petit peu plus autour de l'humain, puisqu'il faut aussi penser aux personnes qui sont engagées dans les équipes, que ce soit des pilotes, que ce soit des mécaniciens, des ingénieurs, des logisticiens. Il ne faut jamais oublier tous ceux qui gravitent autour de la simple voiture. Là, on racontera un peu cette histoire parce que ça va être, je pense, une vraie aventure humaine pour tous ceux qui auront la chance de faire ces 3 courses. Laurent, donc merci pour ce tour d'horizon. Avant les 24 heures de Spa, le GT World Challenge Europe se rendra à Monza. C'est dans un petit peu plus d'une semaine. Donc pour nous enregistrons ce podcast le 24 mai. On avait l'habitude de dire que c'était le Paul Ricard, la répétition des 24 heures de Spa, avec notamment une arrivée en nocturne. Cette fois, ce sera Monza qui retrouve une place un petit peu plus au printemps, mais bon, ça ne sera pas les 6 heures, mais les 3 heures. Et évidemment, nous serons sur place pour vous faire suivre ça au plus près. Laurent, merci en tout cas pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. On se donne rendez-vous très rapidement. Merci, à bientôt.